Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui et pour votre intérêt pour ce webinaire intitulé donc le DLA, un dispositif local d'accompagnement public et sur mesure pour accompagner les structures de l'ESS. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cécilia Bassi, qui est chargée de mission DLA régionale Île-de-France pour la CRES Île-de-France, Edwin Cohen, qui est chargé de mission DLA départementale pour Initiative 95, Françoise Ndiaye-Feuerstos, qui est directrice d'École et Famille, qui est donc une des structures qui a bénéficié de plusieurs accompagnements DLA. Et puis moi-même, Eléa Petit-Colas, chargée de mission DLA nationale pour la VISE. Donc le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif qui est opéré au niveau national par la VISE qui est aussi, indépendamment de son rôle pour le DLA, plus globalement une agence d'ingénierie pour développer l'ESS et l'innovation sociale sur les territoires. Pour ce faire, donc elle produit des outils, elle anime des communautés d'acteurs de territoire, mais elle construit et elle anime aussi des programmes d'accompagnement dédiés à toutes les étapes de vie d'une structure, que ce soit de la création jusqu'à l'évaluation d'impact social, en passant par la consolidation ou encore le changement d'échelle. Donc, si on s'intéresse maintenant plus précisément au sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc ce dispositif, c'est un dispositif qui est public et gratuit, qui s'adresse aux structures employeuses de l'économie sociale et solidaire et qui vise donc à les soutenir dans leur démarche de développement et de consolidation. Il faut savoir aujourd'hui que le DLA, c'est un dispositif qui accompagne à peu près 6 000 structures par an, donc soit 62 000 à peu près depuis sa création en 2002. Donc c'est vraiment un dispositif, c'est l'unique dispositif public qui accompagne l'ESS en France aujourd'hui. C'est un dispositif historique, structurant. Et puis comme vous aurez l'occasion de le découvrir un petit peu plus tard avec nos différents enseignements, c'est aussi un dispositif qui aujourd'hui, de par son agilité et son adaptabilité, contribue largement à accompagner la relance dans le contexte que vous connaissez. En tant qu'opérateur national du dispositif du DLA, donc on a plusieurs missions à la VISE, à la fois une mission d'animation du réseau de nos chargés de mission DLA, une mission de professionnalisation, aussi de montée en compétences de nos chargés de mission, et aussi une mission de communication et de valorisation de ce qui se fait au sein du. Et puis bien sûr, on s'attache à mesurer l'impact du dispositif, toujours dans une perspective d'amélioration continue et d'augmentation de l'impact du dispositif. Et enfin, avant de passer la parole à Cécilia, vous rappelez que donc on a évidemment des pilotes et des financeurs de ce dispositif, qui sont donc le ministère de l'économie, des finances et de la relance, le Fonds social européen, la Banque des territoires, Région de France, le mouvement associatif et ESS France, sans qui ce dispositif ne pourrait pas exister. Je vais maintenant passer la parole à Cécilia, maintenant que je vous ai donné un peu ces éléments de contexte, donc à Cécilia Bassi, qui est chargée de mission DLA régionale, pour qu'elle vous présente de manière un petit peu plus précise et plus concrète comment ça fonctionne, ce dispositif, pourquoi, à qui ça s'adresse, quelles en sont les étapes. Cécilia, c'est à toi. Merci beaucoup Eléa pour cette introduction et merci à tous et à toutes les participants et participantes. Du coup, très rapidement, je vais vous donner un petit panorama de mode d'emploi du DLA et je vais commencer avec le partage de pour qui, en fait, le dispositif, vers qui le DLA s'adresse. Effectivement, le dispositif local d'accompagnement s'adresse aux structures de l'ESS qui sont créatrices d'emplois. Pour vous donner quelques exemples, il s'agit en majorité des associations, mais aussi de coopératives d'utilité sociale ou même des structures d'insertion par l'activité économique ou encore des structures d'entreprises sociales qui ont l'agrément ESUS. Du coup, ça, c'est effectivement la cible prioritaire du dispositif avec vraiment des objectifs et du coup, je vais passer
à pourquoi, quels sont les objectifs du DELA. Effectivement, le DELA a comme objectif de orienter et conseiller et accompagner les différentes structures pour atteindre de différents objectifs, notamment de consolider et développer les emplois au sein des structures, mais aussi renforcer le modèle économique, du coup de travail vraiment sur la stratégie financière, vraiment sur le modèle économique, d'améliorer aussi la stratégie avec le développement de nouveaux partenaires, de la communication, etc. Et vraiment de développer aussi l'ancrage local de structures avec les partenaires locaux qui permettent du coup de favoriser aussi le développement et les échanges des structures sur le territoire d'implantation. Comment ça marche un DELA? Le DELA propose un accompagnement qui est sur mesure, qui est vraiment adapté aux besoins de la structure et qui est gratuit pour la structure. C'est-à-dire que le DELA reçoit des financements qui permettent de accompagner les structures de façon gracieuse. Et plus concrètement, le DELA se déroule sur 5 étapes principales. Du coup, je vais vous donner rapidement un panorama des 5 étapes de cet accompagnement. Notamment, on passe par un accueil et effectivement, c'est un temps d'échange entre le ou la chargée de mission DELA et la structure pour voir effectivement si la structure peut rentrer dans le cadre d'un accompagnement DELA. Si cela ne se vérifie pas, du coup la structure n'est pas éligible au DELA, le ou la chargée de mission vont bien sûr orienter la structure vers d'autres réseaux d'accompagnement qui peuvent répondre aux besoins et aux attentes de la structure. Au contraire, si la structure rentre dans les critères d'éligibilité du DELA, on démarre la phase de diagnostic partagé. C'est important aussi en amont de souligner que le DELA vraiment s'appuie sur une démarche volontaire de la structure. Vraiment, il doit y avoir vraiment une volonté de la part des structures de travailler sur des sujets de changement et des fonds, et du coup vraiment d'avoir du temps à consacrer pour la mise en place du DELA. Mais je pense qu'on pourra aussi échanger sur ce sujet avec Edwin et Françoise par la suite. Et du coup, sur cette phase de diagnostic, vraiment, il y a des échanges entre la structure et le chargé ou la chargée de mission pour identifier la problématique et identifier du coup les axes de travail dans le cadre d'un dispositif, d'un DELA. Suite à ce diagnostic partagé, du coup, il y a l'élaboration d'un parcours d'accompagnement. C'est-à-dire que le chargé des missions et la structure identifient les axes prioritaires d'action, de travail, et du coup, ils travaillent ensemble sur la construction d'un parcours d'accompagnement qui peut mobiliser des ressources internes, qui peut impliquer la mise en place d'actions par la structure interne et pas seulement la mobilisation d'un prestataire externe. Par la suite, une fois que ce parcours d'accompagnement a été établi, le ou la chargée de mission coordonne et facilite en fait l'accès à tout type de ressources qui peut être utile pour la mise en place de ce parcours d'accompagnement et du coup partage des ressources, des outils, met en relation la structure en accompagnement avec des autres partenaires vraiment pour la mise en place de ce parcours d'accompagnement. Du coup, après, une fois que ce parcours d'accompagnement est finalisé et achevé, il y a la partie de suivi et consolidation de l'accompagnement. Et c'est vraiment une phase de bilan et évaluation de l'accompagnement qui a été mis en place pour aussi évaluer quels sont les effets de cet accompagnement et aussi pour continuer à appuyer la structure dans sa mise en place de changement et d'évolution
mais aussi pour éventuellement échanger et identifier des nouveaux besoins qui peuvent éventuellement susciter le besoin d'un nouveau accompagnement DLA. Voilà rapidement les phases de travail d'un DLA. Je ne sais pas du coup, Eléa, si on prend maintenant des questions que je vois dans le chat, ou si je passe du coup la parole à Edwin et Françoise pour leur témoignage croisé. Eh ben, on avait prévu d'enchaîner, mais je me dis, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de questions pour l'instant, on peut peut-être les prendre très rapidement sur cette partie un peu théorique sur le DLA, sachant que dans un deuxième temps, il y aura un témoignage plus concret. Donc, je vois au niveau des questions, Chloé, si tu veux prendre la parole pour nous dire je vois qu'il y a quelques questions qui ont émergé. Alors, il y a une première question. Quels sont les critères principaux d'éligibilité au DLA? Voilà. Elias, tu veux que je réponds Oui, je t'en prie. Et je compléterai si besoin. Les critères, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est il faut effectivement être une structure de l'ESS. Du coup, au niveau juridique, effectivement, il faut avoir un statut juridique qui rentre dans le cadre de la loi 2014. Et du coup avoir une utilité sociale et effectivement être une structure créatrice d'emplois. Soit vous pouvez être accompagné dans le cadre du DELA dans la consolidation de votre premier emploi ou plus largement de consolider les emplois que vous avez déjà au sein de votre structure. Et comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir une volonté de mettre en place un DLA parce que je laisse aussi Edwin éventuellement compléter s'il le souhaite. Vraiment, le DLA, c'est un travail sur le fond de changement et du coup, il faut avoir vraiment une volonté de mener des changements au sein des structures. Je ne sais pas si Edwin et Léa, vous souhaitez compléter sur cette première question. Pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas, Edwin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? On ne t'entend pas, Edwin? Ah. En attendant, on peut peut-être sinon passer à la prochaine. En attendant, on peut peut-être effectivement prendre une autre question. On ne pourra pas prendre toutes les questions maintenant. On peut peut-être prendre une deuxième et on reviendra aux autres par la suite s'il nous reste du temps. Alors, Chloé, il y est-ce que tu peux nous... Oui, il y avait une question sur le nombre de jours inclus dans l'accompagnement DLA. Alors, il n'y a pas un nombre de jours précis parce qu'effectivement, une des forces du DELA, c'est vraiment son adaptabilité aux besoins de la structure. Du coup, les nombres de jours d'accompagnés sont établis à la suite du diagnostic partagé en fonction des besoins. Et du coup, il n'y a pas vraiment un nombre précis ou fixé de jours. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble avec la structure pour avoir un parcours d'accompagnement adapté et sur mesure. Ok, super. Oui, on t'entend, Edwin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécilia, pour du coup toutes ces précisions sur comment ça fonctionne concrètement un DLA et puis pour la réponse à ces premières questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on poursuive ce webinaire, puis on reviendra sur les autres questions un petit peu plus tard. On aura deux temps dédiés aux questions. Pour incarner de manière un petit peu plus précise, certains ont laissé leur micro allumé parce que ça fait de l'écho. Ouais, merci beaucoup. Du coup, je vous disais, pour continuer et incarner de manière un petit peu plus précise le DLA, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un témoignage, une interview croisée autour d'un accompagnement donc entre Edwin, donc qui est chargé de mission DLA départementale pour Initiative 95, et puis une structure bénéficiaire, École et Famille, qui est aujourd'hui représentée par Françoise Feuerstos, et qui va pouvoir vous montrer comment le DLA a pu accompagner cette structure à la fois dans les différentes étapes de son cycle de vie, et puis à la fois que ce soit une crise interne ou une crise
externe. Edwin, si tu es prêt, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction et désolé pour le petit problème technique qui m'a pas permis d'intervenir tout à l'heure. Mais moi, je m'appelle Edwin Cohen, je suis chargé de mission DLA dans le 95 sur le département au sein de la structure Initiative 95. Donc nous, on est une association également et notre mission en tout cas, c'est de développer l'entrepreneuriat et de favoriser la création d'emplois sur le 95. Donc, on a plusieurs missions, plusieurs activités et on est spécialisé quand même sur le financement et l'accompagnement et également sur le secteur de l'économie sociale et solidaire en portant notamment le DLA depuis 2004. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on est spécialisé sur l'accompagnement dans le 95. Et donc, justement pour parler un petit peu de manière concrète aussi sur ce qu'on fait au niveau de l'accompagnement des structures, parce qu'il y en a peut-être parmi d'entre vous qui n'ont jamais été accompagnés ou qui sont en cours d'accompagnement. Donc, pour vous expliquer un petit peu la mission, en tout cas la posture du chargé de mission DLA dans le département que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, nous, on vous accueille en effet, on fait un rendez-vous. Généralement, on se déplace au sein de la structure, comme ça nous permet de vous rencontrer sur place, de voir vos locaux, de rencontrer des salariés, des bénéficiaires, de voir un petit peu dans quel environnement vous travaillez. Ça permet de nous donner un petit peu des idées de votre travail, de votre manière de travailler et des équipes. Et ça, c'est très important pour attention à vos micros, s'il vous plaît. C'est très important pour travailler sur le diagnostic avec vous et on parle de diagnostic partagé. Et ça, c'est fondamental parce que on ne fait pas un travail d'audit. On ne vient pas chez vous pour analyser votre structure et vous rendre un rapport. On le fait ensemble. On va rédiger, nous, notre analyse de la situation, de vos problématiques, parce que parfois, vous nous sollicitez sur une problématique de recherche de financement, alors que nous, on va identifier, en fait, au fil des discussions, qu'il y a aussi un problème de ressources humaines. Du coup, c'est ensemble, en fait, où on va discuter, on va comme ça définir un petit peu un plan d'accompagnement ou les points à renforcer avec vous. Et ça, évidemment, à chaque fois, les accompagnements DLA, ils passent par un comité DLA qu'on met en place tous les mois sur le département où on invite, il y a généralement la directe, des agglomérations, des partenaires financeurs, aussi des bénévoles. Et ça permet aussi à vous, qui les rencontrez parfois en fonction des départements lors de ces comités, d'avoir aussi des retours de partenaires ou d'acteurs sur votre territoire. Et ça, c'est aussi important pour vous, pour avoir différents retours aux préconisations. Donc, pour imaginer un petit peu tout ça et pour vous montrer un petit peu le travail qui peut être fait, en tout cas en termes d'accompagnement, parce que parfois c'est un peu flou quand on parle juste d'accompagnement, j'ai le plaisir d'accueillir en effet Françoise, directrice d'école et famille, qui on connaît depuis pas mal d'années sur le 95. Donc, pour commencer, Françoise, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre association, pour que tout le monde ait une idée de votre activité? Oui, bonjour à chacun. Alors, je ne sais pas qui active les sites. Super, merci beaucoup. Donc, pour présenter, alors, École et Famille présentée telle qu'elle, c'est grâce au dernier DLA en date. Vous voyez, donc cette présentation, c'est aussi le résultat d'un accompagnement qui s'est déroulé en 2018-2019. Donc, École et Famille, c'est un centre de ressources et de proximité au bénéfice du mieux-être des enfants dans tout leur milieu de vie, école, famille, quartier. Qui se découpe en 5 activités distinctes. Donc, il y a une grosse activité de thérapie familiale qui est son activité d'origine depuis 20 ans maintenant. Il faut savoir que cette association a été créée par des personnels d'éducation nationale qui ont quitté l'éducation nationale pour monter cette structure et notamment sa fondatrice et aujourd'hui vice-présidente Marie-Claire Michaud. Qui a remarqué que quand elle travaillait en thérapie familiale, elle était également assistante sociale scolaire, il se passait des choses absolument incroyables sur les parcours, l'entrée dans les apprentissages d'enfants et de jeunes gens. Aujourd'hui, ce pôle de thérapie familiale, c'est 2 permanentes et demie, une dizaine de consultants et une centaine de familles suivies par an depuis 20 ans, qui sont accompagnées par l'éducation nationale ou par des travailleurs sociaux. Ça va nourrir toute l'activité. Donc, il y a une grosse activité aussi de bénévoles, des parents relais qui ont été suivis pour eux-mêmes ou qui étaient des têtes de réseau sur la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, donc agglomération de Cergy-Pontoise-Val d'Oise, qui se sont constitués dans un collectif de bénévoles. Ils se sont appelés eux-mêmes les parents relais et ils font des accompagnements individuels ou collectifs de familles en
en grande difficulté dans les relations avec l'école. Et on leur propose des espaces ici pour se nourrir en formation et pour faire des retours réflexifs sur leurs pratiques bénévoles, leurs engagements bénévoles. On réalise également des accompagnements de projets auprès d'écoles, de maisons de quartier, de centres sociaux, de territoires, d'équipes de réussite éducative. Donc, on peut prendre un projet, faire un diagnostic du territoire ou d'établissement, dégager quelques priorités, accompagner ces priorités, et puis ensuite même prolonger les accompagnements dans le temps par des ateliers d'accompagnement des pratiques professionnelles. Tout ceci en proximité nous a permis de dégager deux grands axes qu'on peut faire voyager bien plus loin que le Val d'Oise, qui sont des actions de formation d'une part, et puis d'autre part, ponctuellement, des actions de recherche-action ou d'action-recherche. Alors nous, on n'est pas des chercheurs, mais on accueille régulièrement des universitaires qui souhaitent utiliser École et Famille comme terrain sur la coéducation. Et depuis la rentrée scolaire 2020, donc c'est tout récent, on a une nouvelle mission d'accompagnement à la scolarisation durable d'enfants vivant en situation de logement précaire, qui est développée grâce à la délégation interministérielle pour l'habitat et l'accès au logement. Et je voulais juste préciser que École et Famille a grandi depuis 20 ans en conventionnant aussi de manière de plus en plus solide avec des institutions. Donc, depuis 2003, c'était la DSDEN, Direction académique de l'éducation nationale du Val d'Oise. Et puis, grâce notamment aux différents accompagnements DLA, nous avons pu, depuis 2017, à la fois avoir un agrément jeunesse éducation populaire et puis signer une convention cadre interministérielle avec le pilotage national éducation nationale, la DGESCO, avec la Direction générale de la cohésion sociale, ça c'est plutôt pour les politiques de soutien à la parentalité et de santé mentale, et puis également avec, alors à l'époque on disait le CGET, maintenant on dit la NCT, donc la cohésion des territoires, donc les quartiers politiques de la ville, et la DIAL, ce qui donne en tout cas une belle légitimité à intervenir sur d'autres territoires que le territoire d'origine qui est le Val d'Oise. Voilà. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour la présentation d'École et Famille en général, aujourd'hui. Merci. Du chemin a été fait d'ailleurs depuis le premier accompagnement en 2010. Donc, vous nous aviez sollicité le DLA 95 en tout cas sur votre problématique à l'époque dont vous allez nous parler. Vous étiez une association employeuse déjà à l'époque. Et pour raccrocher à une question qui avait été faite sur l'accompagnement pour les structures qui n'ont pas d'emploi mais qui veulent créer un emploi, c'est tout à fait aussi possible. C'est quand même quelque chose qu'on fait à la marge. Mais en fait, si vous êtes une structure suffisamment structuré en tout cas et que vous avez mis des choses en place et que vous devez créer votre premier emploi, on peut vous accompagner sur cet élément-là. Parce qu'il y a un emploi qui sera du coup créé à l'issue de l'accompagnement et donc ça, c'est une possibilité. Donc, pour votre accompagnement de 2010, François, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire au début comment est-ce que vous avez connu le DLA, comment vous l'avez sollicité et surtout pour quelles raisons vous avez fait appel au DLA à cette époque? Alors, les raisons, le contexte à l'époque, c'est une crise interne, on va dire une crise de gestion et d'organisation, puisque on est en 2010 sur une année où les recettes baissent. Nous avons moins de subventions, moins de facturation que les années précédentes et nous n'avons pas à cette époque maîtrisé suffisamment la masse salariale puisque sur les 3 années précédentes, il y a eu 3 embauches. Donc, des coûts, des charges de structure qui restent élevées, qui sont en progression, avec des ressources qui baissent. Ça veut dire évidemment une situation financière très dégradée. Donc, à l'époque, le conseil d'administration, certains de nos administrateurs, nous demandent de nous retourner vers la Ligue de l'enseignement à laquelle nous sommes affiliés, donc grand mouvement d'éducation populaire nationale. Et c'est la Fédération valdoise de la Ligue de l'enseignement qui nous indique l'existence du dispositif. Donc, le président et la directrice de l'époque sont allés présenter les difficultés et ont pu bénéficier d'un premier accompagnement pour mettre un peu à plat, faire un diagnostic et permettre ensuite, dans les 6 mois qui suivaient, de bénéficier d'un consultant qui nous a fait travailler sur le modèle économique de l'association d'une part et sur la création d'outils
de suivi, un tableau de bord de suivi de trésorerie extrêmement précis et qui permettait de maîtriser les coûts davantage. L'enjeu, il était vraiment un enjeu de survie et de maintien de l'emploi. À cette époque, d'ailleurs, il y a 2 collaboratrices qui ont quitté l'association. Alors, heureusement pour des projets personnels, c'est-à-dire qu'on a accompagné leur sortie d'une manière douce. Hein. Elles se sont remobilisées sur d'autres types de parcours professionnels, mais c'était quand même une période extrêmement délicate pour l'association au bout de 10 ans d'existence. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein, la majorité, je dirais, quand même des accompagnements ou des demandes des structures portent sur des difficultés, des problématiques parce qu'il y a un risque. On accompagne aussi sur du développement parce que parfois quand il y a les choses aussi, quand tout se passe bien aussi, c'est tant mieux, mais parfois il faut aussi maîtriser son développement et sa stratégie. Du coup, on accompagne aussi sur ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros enjeu et des grosses problématiques, surtout quand on est sur de la gestion en interne et aussi des ressources humaines, ça, il y a un intérêt. Et donc, vous êtes avec un consultant. Est-ce que vous pouvez expliquer justement la manière de travailler? Parce que quand on parle de 5-6 jours d'accompagnement, en fait, ce n'est pas 5 ou 6 jours d'affilée. Ça a travaillé. Oui, absolument. C'est perlé, c'est une feuille de route qui est absolument négociée avec la structure partenaire. C'est vraiment du sur-mesure et c'est ça ça fait partie des avantages qu'on trouve dans ce type d'accompagnement. Donc, à l'époque, l'accompagnement, il était clairement avec le président de l'association, hein, en tant que garant de l'emploi et représentant légal, et la directrice qui était à l'époque également la fondatrice, qui venant de l'éducation nationale et d'un métier du travail social, avait aussi besoin d'acquérir des outils, une culture de l'approche économique, du calcul du seuil de rentabilité d'école et famille, du coût d'une demi-journée de travail à école et famille, pour pouvoir aussi mettre en place une politique de facturation quand on fait des devis d'une part, et puis aussi d'évaluation dans les appels à projets de nos coûts de structure pour faire des demandes de subventions cohérents avec les coûts engagés. Donc, ça a été vraiment très, très, très un accompagnement rapproché, on va dire, du président et de la directrice qui ensuite, à l'époque, moi j'étais salariée, non directrice, hein, nous ont évidemment fait retour de tout ça et ça nous a permis à chacun d'entendre ce que coûtait une journée d'école et famille en termes de frais de structure et de pouvoir avoir des devis et des demandes de subventions adaptées à nos modalités d'intervention. Très bien. Et en plus de ça, du coup, depuis là où c'était la gouvernance et la direction qui avait sollicité le DLA à cette époque, vous aussi, comme ça, depuis, vous avez aussi vous-même sollicité le DLA. Et vous avez aussi notamment travaillé sur une problématique d'utilité sociale. Et ça, je trouvais ça assez pertinent de pouvoir en discuter parce que c'est quelque chose que les structures nous demandent de plus en plus parce qu'en termes de demande de financement, généralement, il faut pouvoir valoriser l'impact qu'on a sur le territoire, qu'il soit environnemental, social ou sociétal. Et du coup, c'est très important de aussi travailler sur cette problématique-là. Donc, vous avez eu, quel enjeu c'était pour vous à ce moment-là? À ce moment-là, il y avait plusieurs enjeux. Nous avions bénéficié, on peut le dire comme ça, d'un audit demandé par le préfet délégué à l'égalité des chances parce qu'on avait un certain nombre de subventions relevant de la politique de la ville, audit qui s'est révélé absolument positif, hein, d'ailleurs, sur la probité d'écoles et familles, mais qui nous a quand même questionné sur la manière dont on évaluait les projets menés, et notamment avec les personnes directement concernées. Alors, on peut dire usagers, on peut dire bénéficiaires. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces termes-là, mais en tout cas, les personnes directement concernées par les actions d'école et famille. Et c'était d'autant plus interrogeant pour nous qu'on se réclame d'un courant systémique, hein, en thérapie familiale. Et donc, le fait d'avoir une vision 360 degrés et de comprendre qu'on fait partie d'un système quand on fait un projet et qu'on n'est pas en position haute ou décalée parce qu'on l'anime, on est bien dedans dans le projet et qu'il est important que l'ensemble des personnes concernées, qu'ils soient les financeurs, qu'ils soient les partenaires professionnels, bénévoles ou in fine les familles et les enfants habitants d'un territoire puissent participer à l'évaluation et à la mesure de l'impact social, sociétal, je dirais, de la structure. Donc, c'était totalement cohérent en plus avec nos principes.
Et donc, cet accompagnement-là, il s'est déjà passé dans un atelier collectif fin 2015, début 2016, à l'issue duquel nous avons demandé un accompagnement plus individualisé sur les critères liés à l'évaluation d'un impact social. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu réfléchir l'ensemble des actions menées avec les critères de pertinence, de cohérence interne, d'efficience, d'efficacité et aussi de cohérence dans la durée. Voilà, donc ce sont des choses qui sont systématisées maintenant et qui font partie de la culture d'école et famille. Même si en matière d'évaluation et de mesures d'impact social, il est évident qu'il reste beaucoup à faire. C'était aussi très concordant avec le fait qu'on venait de sortir un livre avec 4 chercheurs et que ce livre visait à redéfinir ce que dans une structure de l'ESS, on peut appeler l'évaluation. Parce que l'évaluation, entre le contrôle des institutions qui financent et puis donner de la valeur à des liens, notamment à du lien social, il y a toute une ligne. Et où est-ce qu'on met le curseur quand on est une structure de l'ESS? Parce qu'on est, on est dans ce mois-là. Ce sont des questions vives hein, pour toutes les associations et les entreprises de l'ESS. Et ça nous a permis aussi de réfléchir avec des chercheurs. Voilà, donc je dirais que la mesure de l'impact, le travail sur l'évaluation, construire un système de suivi et d'évaluation venait aussi percuter l'actualité de recherche et de sortie de ce livre avec 4 chercheurs. Et puis après, écoutez, si on continue dans la ligne du temps, on a eu une deuxième crise économique très très forte en 2017, enfin 2016-2017, où là, les subventions publiques qui représentent 70% de nos ressources ont baissé. Alors, elles ont plutôt moins baissé pour écoles et familles que pour beaucoup de structures, mais enfin, dans un contexte général de baisse des fonds publics, ça devenait extrêmement tendu, que nous étions vraiment, je dirais, à l'os en matière d'emploi, c'est-à-dire qu'on était vraiment, on pouvait pas faire plus en termes de ressources humaines. Enfin, je veux dire, on pouvait pas se séparer de quelqu'un, sinon on mettait en danger l'équilibre, les équilibres fondamentaux de l'association. Et à ce moment-là, on a cherché des modalités de financement, notamment par un atelier collectif sur les fonds européens. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, nous, y prétendre, puisqu'on n'avait ni la trésorerie, ni la taille critique suffisante pour émarger à du FSE. Et donc là, à nouveau, alors là, entre-temps, j'étais devenue directrice et donc j'ai demandé un accompagnement plus précis pour pouvoir accompagner de manière opérationnelle notre politique d'essaimage. Entre-temps, on avait signé cette convention cadre interministérielle. Le national nous demandait de sortir de l'Île-de-France, d'aller sur d'autres territoires. Oui, mais qu'est-ce qu'on allait emmener comme type d'action? Et là, il fallait vraiment réfléchir à consolider et à développer pour essaimer. On est sur de l'accompagnement, il y a eu de la gestion de crise, gestion de difficultés, de la stratégie de développement avec de l'essaimage, des thématiques d'utilité sociale et il y a eu beaucoup de choses. Et ce qui est aussi intéressant quand vous avez mentionné sur l'utilité sociale, c'était un financeur qui vous l'avait fait remonter. C'est pour ça qu'on en a parlé au début dans les critères du côté volontaire de la structure, parce que parfois ça peut arriver qu'on a un prescripteur, que ce soit une agglomération ou la directe parfois aussi, qui nous oriente vers une structure accompagnée. Il y a un côté où le DLA du coup apporte aussi peut rassurer en tout cas le financeur ou un partenaire sur la gestion d'une crise ou du développement. Mais c'est toujours important, nous on s'assure en tout cas que même si il y a une structure qui nous a été prescrite par un partenaire, que la structure soit dans une démarche volontaire d'accompagnement parce que sincèrement, c'est vous qui allez faire tout le travail pendant l'accompagnement, c'est à la structure d'avancer, c'est à eux de travailler sur les outils. Donc, s'ils ne sont pas motivés ou volontaires, c'est toujours compliqué de mettre en place l'accompagnement. Donc, on passe du coup aux questions, je crois. J'ai vu passer un message de Chloé. Peut-être pour répondre sur la question des consultants. Donc, nous, en fait, quand on rédige le diagnostic et qu'on est passé en comité DLA départemental,
Ensuite, on lance un appel d'offres, en fait, tout simplement, où on met un cahier des charges avec le plan d'accompagnement qu'on a préconisé, avec toute la présentation de la structure et des problématiques. Et ensuite, nous sélectionnons le consultant, en tout cas pour le 95 dont je parle, nous sélectionnons à interne le consultant pour ensuite le positionner sur l'accompagnement et on le met en relation avec la structure. Et les prestataires sont identifiés sur une base nationale en fait, de consultants DLA qui s'appelle ENE. Et ces consultants, pour se faire référencer, en fait, généralement, ils rencontrent un chargé de mission DLA sur n'importe quel département. Et c'est nous, ensuite, comme ça, on crée une feuille consultant parce que on a jugé que les compétences ou l'expertise du cabinet pouvaient servir des structures. Et du coup, c'est comme ça, ensuite, que nous, on cherche des consultants et on les sollicite pour qu'ils puissent se positionner. Puis nous sélectionnons. Edwin, peut-être si ça te va, peut-être on fait une micro-pause sur l'interview et puis on se prend quelques questions pour pouvoir répondre aux questions des participants, si ça te va. Oui. Alors, du coup, je ne sais pas, Chloé, si c'est bon. Oui, super, merci. Une question sur la différence entre l'accompagnement DLA et le parcours émergence proposé par France Active Île-de-France, pardon. La cible n'est pas du tout la même et c'est pas non plus le même dispositif. Donc le DLA, comme on l'a présenté, c'est vraiment l'accompagnement de structures de l'économie sociale et solidaire employeuse. Et émergence, c'est un parcours d'accompagnement aussi. Il y a du collectif et un suivi individuel, mais vraiment dédié à la création de structures d'utilité sociale. Donc on est quand même plus en avance par rapport au DLA, où c'est vraiment pour travailler sur le business plan et l'idéation. On parle d'idéation un petit peu parfois. On est vraiment sur un accompagnement à la création et on challenge le porteur de projet sur ces questions de création. Ok, il y avait une question. La structure doit être créée depuis combien de temps pour pouvoir mobiliser un DLA? Ça, on peut se fier, vu que nous, on se fie plutôt au modèle de la structure et s'ils ont des emplois ou pas. Du moment qu'ils ont des emplois, on va pouvoir travailler sur le DLA. En termes ça peut être une structure récente ou une structure qui a plusieurs années. Il y avait une autre question. Combien de temps s'écoule entre la sollicitation d'un DLA et le rendu, le résultat de l'accompagnement? Sur le délai en fait d'accompagnement en moyenne. Oui, bonne question aussi. Donc ça dépend du travail du chargé de mission et surtout de la structure aussi, de ses disponibilités. Je laisserai du coup après Françoise pour peut-être. Mais généralement, nous, quand on rencontre la structure, après, ça va assez vite pour rédiger le diagnostic. Quoi. En 1 ou 2 semaines, on a généralement travaillé sur le diagnostic avec la structure. Ensuite, l'accompagnement, si on définit 5 jours, c'est s'il y a une forte disponibilité de la structure pour travailler avec le consultant. Il y en a qui vont préférer faire des journées complètes ou des demi-journées, donc ils vont les passer selon leur propre calendrier, quoi. Donc ça peut durer quelques mois ou jusqu'à 6 mois, 7 mois, ça dépend de vous. Oui, alors pour ce qui nous concerne, si vous dites sur les 2 gros accompagnements qu'on a eu, l'un en 2010, l'autre en 2018-2019, effectivement, l'acceptation du dossier par Initiative 95 est extrêmement rapide, le choix du consultant aussi. Après, sur des accompagnements vraiment où il y a des questions profondes, où on va toucher à la fois à l'organisation, à la gestion, à la politique de communication de la structure, il faut compter 6 mois. Enfin, nous, les deux DLA vraiment approfondis qui ont été de 4 et 6 jours nous ont occupés pendant 6 mois, mais de manière perlée, hein, comme le disait Edwin. Après, les ateliers collectifs peuvent apporter des réponses beaucoup plus rapides. Hein. En une journée, on peut avoir fait le tour. Voilà, donc c'est très variable, mais il faut quand même envisager que c'est un travail en profondeur d'une équipe. Et en tout cas, nous, on l'a utilisé au fil des années de manière de plus en plus large. C'est-à-dire que le dernier DLA en date a très approfondi. Il a enrôlé l'équipe de permanents, l'ensemble des bénévoles, dont les administrateurs,
Voilà. Donc vraiment, on a fait large, on a fait systémique. On fait une autre question ou on continue sur… Une dernière question peut-être. Il y avait une question sur dans quelle mesure le DLA peut faire levier ensuite sur des financements potentiels. Ça, je dirais que c'est, comme on en avait discuté, il y a un côté aussi rassurant, je trouve, sur le DLA, où rien que par exemple, nous, on fait également du financement, et il y a des structures qui demandent un financement, et en fait, les conseillers en financement vont l'orienter vers le DLA quand ils constatent que parfois, il pourrait y avoir des éléments à travailler ou à approfondir dans la structure, renforcer ses capacités ou renforcer son organisation interne ou son système de gouvernance. Donc, ça peut aussi avoir un effet de levier, ou en tout cas, ça peut être rassurant pour des financeurs potentiels de savoir que vous avez été accompagné, parce que ça montre aussi que vous êtes dans une démarche d'intelligence collective où vous êtes ouvert aussi au dialogue et à votre montée en compétences. Peut-être aussi un petit détail, je ne sais pas si tout le monde a pu le voir dans le chat. Il y a une personne qui demandait, mais du coup, comment on fait pour prendre contact avec le DLA de sa région? On vous montrera une petite carte tout à l'heure, mais en fait, la première étape pour faire appel à un DLA, c'est de prendre contact avec son chargé de mission sur notre site internet www.info-dla.fr. Et dessus, vous retrouverez un onglet avec une carte et selon l'endroit où vous habitez, vous pouvez retrouver les coordonnées du DLA le plus proche de chez vous. Est-ce qu'on se prend… voilà, Chloé nous vous a tous mis en lien le site, enfin le lien vers la page du site. Est-ce qu'on se prend encore quelques questions ou est-ce qu'on poursuit parce que je vois que l'heure… Il est 47, on peut poursuivre peut-être. Ok, super. Oui, Alors, Edwin, je te laisse la parole pour la partie un peu 2, plus orientée collectif. Ouais, ça marche. Si on peut passer à la diapo suivante, du coup, s'il te plaît, Léa. Ou moi, je vais plutôt… Donc là, on a fait un bon retour, en tout cas, sur l'accompagnement individuel, très spécifique à votre besoin et à votre problématique. Mais le DLA, c'est aussi un accompagnement collectif où, en fait, quand on va identifier qu'il y a plusieurs besoins communs sur le territoire entre différentes structures qui peuvent nous être remontés par les structures elles-mêmes, par des réseaux. Je pense, par exemple, à des réseaux d'insertion. Quand les structures d'insertion, elles font appel à leur réseau sur des sollicitations. Nous, ensuite, on peut discuter avec le réseau et on peut voir les problématiques qui peuvent émerger, ou aussi des partenaires, encore les agglomérations ou autres, quand on constate qu'il y a un besoin un peu stratégique à traiter. On met en place un atelier collectif, du coup, c'est le même fonctionnement. Nous, on va rédiger un cahier des charges, on va rechercher un consultant expert sur la problématique, on va la mettre en place. Donc, on en fait de manière régulière sur leur département. Il y a donc ces ateliers collectifs où il faut s'inscrire. Généralement, on fait des petits groupes d'une dizaine de personnes pour que tout le monde et prendre part comme ça aux discussions et aux échanges, qu'on puisse travailler ensemble. Donc, on travaille sur des problématiques de gouvernance ou de recherche de financement. Enfin, les problèmes sont larges. Et ça permet aussi aux structures qui sont présentes de se rencontrer avec les autres structures du territoire et comme ça, de travail croisé, de voir ce que les uns et les autres font. Et c'est un bon retour d'expérience que d'ailleurs pourra nous partager Françoise. Et là, sur la gestion de crise, parce que le DLA, il a aussi vraiment servi avec la gestion de crise, notamment sanitaire qu'on a connue au printemps, dès le printemps, où beaucoup de DLA ont mis en place des ateliers collectifs spécifiques sur cette gestion de crise, avec notamment des pôles sur la gestion des ressources humaines, avec le management à distance, parce que là, on était tous un petit peu surpris et de manière imposée parfois. Donc, il fallait aussi pouvoir le mettre en place dans sa structure. Du pilotage financier avec l'analyse de toutes les aides disponibles, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il fallait aussi s'y retrouver, donc ça pouvait être intéressant de travailler ça de manière collective. Et sur la stratégie, évidemment, parce qu'il fallait savoir où est-ce qu'on allait en faire, qu'on allait faire par la suite. Du coup, on a ces accompagnements collectifs qu'on met en place de manière régulière. Et Françoise, du coup, ma question,
pour votre retour d'expérience, quel est l'intérêt pour vous de ces ateliers collectifs? Quelle valeur ajoutée, en tout cas, ça a par rapport à un accompagnement individuel qui est évidemment très riche, vous l'avez dit. Alors, il y a un premier effet qui est un effet interne. On se déplace, on se décentre, on va vers dans un atelier collectif et la possibilité d'y aller, notamment me concernant avec des administrateurs. J'apprécie beaucoup l'incitation que vous faites à ce qu'on puisse venir avec entre salariés et administrateurs. C'est donc très riche. On va ensemble rencontrer d'autres structures du territoire pour parler de questions communes. Le deuxième effet très très important, c'est évidemment la découverte de structures potentiellement partenaires dans l'écosystème local. Voilà, donc on entend parler d'innovation sociale, on partage des problématiques, on se Pardon, le micro s'était coupé. Je suis désolée. Oui. Et je disais, on découvre aussi des partenaires locaux potentiels. On se décale de sa propre structure. On participe à des travaux de groupe qui, de toute façon, in fine, peuvent avoir des effets aussi sur notre structure. Donc, depuis, ça permet de nouer des partenariats, d'avoir des relations plus fluides. Voilà, donc c'est vraiment les deux effets, moi, que j'y trouve. On est dans du collectif, on transcende un peu nos problématiques quotidiennes et ça a vraiment un lien avec l'impact social des structures de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on se rend compte qu'on peut avoir l'idée de nouveaux projets, élargir des cibles de public. Cette action, au lieu de la développer soi-même en interne en limitant tous les moyens, on peut peut-être la coporter de manière plus partenariale. On découvre des adresses de banques qui sont peut-être plus souples ou plus attentifs aux particularités du réseau associatif. Hein, voilà. Par exemple. C'est très riche, on s'entraide, ce sont des lieux d'entraide et donc, comme le disait fort justement Edwin, d'intelligence collective, de co-développement, voilà. Ouais, de co-développement. Et du coup, vous avez participé à l'atelier collectif de gestion financière, Oui. notamment sur le pilotage financier avec les aides et les outils de gestion. J'aimerais aussi avoir votre retour sur ça, et parce que pour vous, en fait, à cette époque-là, comme je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants de structures de ESS dans cette période-là. D'ailleurs, comment vous avez vécu du coup justement ces annonces-là? Qu'est-ce qui vous a incité du coup à participer à des ateliers collectifs, et en fait, en quoi ça vous a aidé? Parce que ça devait être quand même bien perturbant pour tout le monde. Oui, alors évidemment, c'est une crise inédite sans précédent. On était tous un peu déroutés. Moi, ça m'a aidé, ces ateliers collectifs de gestion de crise, avec un consultant qui est extrêmement précis dans l'atelier, de pouvoir faire la liste de tous les dispositifs d'aide existants, en tout cas en mars-avril 2020, pour soutenir les associations et de vérifier qu'on avait bien coché les cases. Voilà. C'était le cas, mais pour beaucoup d'autres collègues qui n'avaient même pas l'information parce qu'ils n'ont pas de cabinet comptable, pas de commissaire aux comptes. Je sentais bien qu'il y avait d'autres collègues qui découvraient un certain nombre d'aides et que c'était donc très, très important. Et pour nous, c'était une réassurance. Et ensuite, cet atelier collectif a été suivi par un atelier gestion, enfin tableau de bord de trésorerie, évidemment, pour voir plus loin que la période de la crise elle-même. On imagine bien que les effets vont être longs. On le voit bien maintenant. C'était de pouvoir affiner le tableau de bord qui avait été créé, initié en 2010. Donc, c'était un peu une boucle bouclée et de pouvoir le partager avec le conseil d'administration, le bureau, puisque nous, pendant cette période, on faisait des CA et des bureaux beaucoup plus rapprochés, des réunions d'équipe hebdo au lieu de mensuelles. Enfin, on a vraiment maintenu les liens. Ce que j'ai énormément apprécié, Edwin, c'est votre présence à vous, le fait qu'aussi Rodolphe Nollet, qui dirige la structure valdoisienne, a pris la peine d'appeler 3-4 fois pour savoir comment ça allait sur le plan de la gestion, enfin des RH et puis et des finances, et proposer des aides si toutefois les aides du droit commun déjà ne suffisaient pas. Il se trouve qu'on l'a pas mobilisé, mais qu'est-ce que c'est aidant
d'avoir des gens qui s'occupent de vous à une période où vous passez votre temps à vous occuper de votre public, quoi. Parce que nous, on a maintenu les thérapies familiales en ligne, des projets collectifs en ligne, des visios. Donc, on le faisait pour d'autres et il y a besoin de soutien au soutien, vraiment, quand on fait du lien social. Donc, c'était très appréciable. C'est vrai, surtout que vu qu'on était un peu tous isolés, il y a besoin aussi d'avoir un lien pour savoir comment ça se passe chez les autres et pour pouvoir partager aussi ses inquiétudes, quoi. C'est important. Merci. Donc là, je ne sais pas, Eléa, vous pouvez si on passe aux questions ou… On passe Oui, peut-être peut-être. une question. Oui, complètement. Ça donne quelques minutes de questions avant une petite conclusion. Parfait, ouais. Super. J'avais une question sur quelles sont les autres structures d'accompagnement si un DLA ne pouvait pas être, si un accompagnement DLA ne pouvait pas être possible. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, structures qui accompagnent là, tout va dépendre en fait du besoin. Et et pour quelle raison vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas éligible au DLA, est-ce que si c'est parce que vous êtes en phase de création ou du cas trop tôt sur l'activité de votre structure et que vous n'êtes pas encore suffisamment restructuré, que vous n'avez pas un modèle économique en tout cas à peu près viable, là, du coup, ça serait plutôt, à mon avis, vers des structures d'accompagnement à la création. Et là, ça tout dépendra des territoires, de ce qui se passe dans les territoires, des incubateurs disponibles ou autres. Ça dépendra du stade de vie, je pense. Peut-être pour compléter, dans la continuité de ce que tu dis, Edwin, pour répondre aussi à cette question, l'AVIS, on est centre de ressources sur l'économie sociale et solidaire et on réalise des cartographies des acteurs de l'accompagnement sur les territoires. Donc ça, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur notre site internet pour retrouver ces cartographies et n'hésitez pas aussi à contacter directement l'AVIS parce qu'on est tout à fait en capacité de vous renvoyer vers les bons intervenants sur votre territoire en fonction de votre problématique. Une vision Et merci nationale. beaucoup, Chloé, pour le lien que tu as partagé à tous et qui appuie ce que je disais à l'instant. Merci beaucoup. Oui, tu voulais dire ? Si je peux juste me permettre de compléter aussi, effectivement, ça va dépendre de votre zone d'implantation et en même temps, chaque DLA a une connaissance très fine de l'écosystème sur le territoire. Du coup, enfin, vraiment, il y a une proximité avec les autres acteurs et du coup, enfin, tous les différents DLA ont des connaissances et des échanges avec les autres acteurs de l'accompagnement ou des financements, justement pour orienter éventuellement vers d'autres structures d'accompagnement. Oui, tout à fait. C'est vrai que Cécilia, tu mentionnes qu'il y a aussi quelque part un principe de subsidiarité. Le DLA, il intervient quand il n'y a pas d'autres offres d'accompagnement disponibles sur le territoire. Mais effectivement, de facto, les chargés de mission DLA, ils sont très au fait de ce qui se passe sur leur territoire et ça peut être vraiment un bon rôle de conseil, même si le DLA n'est pas le dispositif qui vous correspond à ce moment-là, il est en capacité généralement de vous renvoyer vers le bon dispositif. Chloé, est-ce qu'il y a d'autres questions? On prend? Il nous reste encore. Tout à fait. Il y avait une question d'un participant qui s'interrogeait. Le DLA semble être axé sur l'organisation interne. Est-ce que c'est possible d'avoir des accompagnements, sur le développement de projets externes? Oui, le DLA, c'est un dispositif qui est très flexible et on peut travailler sur toutes les problématiques auxquelles vous faites face en fait. C'est au cours du diagnostic qu'on va identifier sur quoi vous avez besoin et on accompagne aussi des associations qui ont besoin de créer une nouvelle activité, qui créent une nouvelle structure et du coup on peut les aider aussi à travailler sur un nouveau modèle économique pour une autre structure ou une autre activité. On peut être sur de la diversification, du développement de projet, on peut vraiment travailler sur toutes les problématiques. Très bien. Une autre question. Quelqu'un s'interrogeait si c'était possible de connaître les ateliers collectifs et d'en faire partie. Ça, je vous invite à cliquer sur le lien qui vous avez partagé sur les coordonnées du DLA
pour prendre contact avec votre chargé de mission DLA sur votre territoire. Comme ça, vous vous ferez aussi connaître et ensuite vous entrerez comme ça dans leur base de données pour recevoir les invitations automatiques ou pour être contacté directement si le chargé de mission vous connaît et qu'il identifie qu'un atelier de DLA collectif vous correspondrait. Une dernière question peut-être. En tant que chargé de mission DLA, êtes-vous présent lors des ateliers animés par les consultants? Ça va dépendre. Parfois, oui. Parfois, on peut être disponible pour participer. Mais généralement, la feuille de route ou le plan de la journée reste aux mains du consultant et on ne participe pas on participe pas tout le temps aux ateliers. Ça peut arriver, mais c'est pas… Ouais. Je voulais témoigner justement dans le processus qu'en tout cas pour ce qui concerne notre dernier accompagnement individuel en date, on a bien vu le chargé de mission à une audition des projets puisque je venais quand même demander un soutien à l'organisation et financier. Et donc là, dans cette commission, l'ensemble de la structure DLA était présente, hein, l'ensemble des collaborateurs. Et on a retrouvé votre collègue Timothée Edwin au moment de la restitution du rapport du DLA par la consultante à notre conseil d'administration. Là, effectivement, il y avait un de vos collègues qui était présent aussi dans la structure. Donc, c'était les temps forts à l'entrée et à la sortie. Voilà ce qu'on a vécu nous. Et vous avez vu qu'il y a une question sur COESEP qui demande aussi pour les structures de santé. Je ne sais pas, Chloé, si vous l'avez vu dans le chat. Vous pouvez y répondre si vous voulez directement. Qui étaient les besoins exprimés par une structure de santé, est-ce qu'elles peuvent être portées par un DLA, c'est ça? C'était pas très clair en fait. La question n'était pas très claire, j'avais demandé la reformulation. Peut-être demander à cette personne si vous lui laissez un contact de développer. Manifestement, c'est une structure de santé, donc ça peut. Je ne sais pas si c'est un hôpital, une clinique, un cabinet médical, que sais-je, un lieu de soins qui souhaite utiliser une structure associative ou de l'ESS qui pourrait demander un DLA pour porter un projet commun. Enfin, moi, c'est ce que je crois comprendre. Après, sur les détails, peut-être que cette personne, elle a un contact selon son département vers qui se tourner. En tout cas, oui, vous serez éligible si si c'est une association, une mutuelle, une coopérative, une fondation ou une entreprise avec un agrément ISUS. Dans ce cadre-là, on rentre dans le champ de l'ESS et donc du DLA. Peu importe l'activité. Voilà. Du coup, je vois qu'il est midi et que le webinaire touche à sa fin. Peut-être un petit mot de conclusion. J'espère que ce webinaire il a permis de vous permettre de mieux comprendre le dispositif local d'accompagnement, de comprendre comment, grâce aussi au témoignage de Françoise et d'Edwin, comment est-ce que le dispositif il peut accompagner une structure à chaque étape de vie. Mais aussi en phase de crise, que ce soit une crise interne à la structure ou une crise externe, sanitaire, sociétale, comme celle qu'on est en train de vivre autour du Covid. J'espère qu'il vous a permis aussi de percevoir que le DLA, c'est à la fois des accompagnements individuels sur mesure, mais que ça peut aussi être des accompagnements collectifs qui ont aussi leurs avantages et leurs bénéfices, comme le soulignait Edwin. J'espère qu'on vous a aussi présenté ce dispositif et qu'on vous a permis de comprendre que c'est un dispositif qui est historique, structurant dans le secteur de l'ESS, mais que c'est aussi un outil agile, adapté au plus près des besoins des associations et qu'en ce sens, c'est un outil aujourd'hui qui est pleinement au service de la relance des associations. Associations et structures de l'ESS et entreprises avec agrément ISUS, Scope, Co, bien sûr. Je voulais aussi prendre un petit temps rapide pour remercier tous les inscrits, vous remercier pour votre intérêt pour ce webinaire et puis remercier bien sûr tous les intervenants, donc Cécilia, Edwin, Françoise et bien sûr Chloé qui ont rendu possible ce webinaire aujourd'hui. Alors voilà, 1 heure c'est court, donc c'était riche et dense. Après, malheureusement, on n'a pas pu forcément répondre à absolument toutes les questions, mais encore une fois,
Je vous invite à vous connecter sur le site www.info-dla.fr. Vous pourrez prendre contact avec le chargé de mission DLA de votre région. Et puis, vous pouvez aussi, si votre problématique dépasse le DLA et sont plus générales, consulter notre centre de ressources dédié à l'ESS sur www.avise.org. Je vous remercie tous. Je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot ou souhaitait s'exprimer avant qu'on clôture ce webinaire, ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eléa, je suis vraiment désolée si je peux me permettre un petit mot, parce que j'ai vu des questions sur sur les consultants et consultantes, et ça tombe bien parce que ça rentre parfaitement dans l'émission des DLA régionaux. Je peux juste vous partager qu'en Île-de-France, on n'a pas vraiment une procédure de recrutement, mais ceux et celles qui sont intéressés à devenir prestataires dans le cadre du DELA, mardi 24, on organise une matinée prestataire dématérialisée, justement pour présenter comment ça se passe pour devenir prestataire, et un peu la pratique en Île-de-France. Si quelqu'un parmi les participants ou participantes est intéressé, vous pouvez me contacter à mon adresse mail que je vous mets dans le chat, et comme ça on aura vraiment un temps dédié pour répondre à toutes les questions sur les prestataires. Voilà, et merci beaucoup à Eléa pour l'invitation, et aussi à Edwine et Françoise. Merci à tous Merci à de vous. m'avoir permis de témoigner. J'espère que ça sera utile à beaucoup d'autres acteurs de l'ESS. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée. Merci encore à tous. Merci. Merci, à bientôt. Bonne journée, bientôt. bonne journée, bye bye. Voilà. L'adresse de